Alice a réussi des prouesses techniques, puisque visiblement nous sommes en communication avec Catherine Copin, conseillère technique du Centre national de ressources La Pépinière, pour l'intervention qui suit. Alors j'espère qu'au niveau son, maintenant, alors, est-ce que vous nous entendez correctement? Bon, encore toutes nos excuses de ne pas pouvoir être présente avec vous en physique aujourd'hui. Bon, question d'organisation et de timing. En tout cas, en ce qui me concerne et ce qui concerne notre directeur Julien Robert, bon, il attend un renouvellement incessamment. Donc, bon, c'était compliqué pour lui aussi. Donc, on va faire au mieux. J'espère que... N'hésitez pas à me dire si ça passe pas ou si... Voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous présenter. Est-ce que... Attendez. Alors là, il faut que je partage l'écran. Alors. Ok. Bien. Donc, on va commencer notre intervention. On a fait le choix de rester très concret et de choisir une partie de notre population. Mais avant de vous présenter cette population en particulier, on va faire une présentation rapide du centre ressources La Pépinière. Donc, le centre La Pépinière est donc prévu pour des personnes en situation de déficience visuelle, de cécité ou de troubles neurovisuels, avec des handicaps ou des troubles associés. En 2021, comme vous pouvez voir, vous voyez le PowerPoint, c'est bon? Il passe? Ouais, ça marche. En 2021, donc, on a accompagné à peu près 80 personnes. 47 d'entre elles étaient déficientes visuelles, 32 étaient en situation de cécité, 21 avaient des troubles neurovisuels. Bon, on peut aussi croiser la déficience visuelle et les troubles neurovisuels, donc c'est assez fréquent. La particularité de notre population, c'est vraiment de l'intrication des multiples handicaps et des multiples troubles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des troubles de la motricité, des troubles, une déficience intellectuelle avec des troubles cognitifs, de l'épilepsie parfois, des troubles sensoriels, la déficience visuelle bien sûr, et beaucoup de troubles de la relation, de la communication, voire des TSA, diagnostiqués ou non, mais en tout cas des troubles apparentés. La situation d'un handicap rare, elle dépend de l'intrication de tous ces handicaps en même temps, mais aussi de l'incapacité ou de la difficulté à un moment donné de l'environnement d'accompagner ces personnes ou de s'ajuster à leurs besoins et leurs particularités. Donc dans ces cas-là, effectivement, le centre ressources intervient. L'origine des demandes, rapidement, on a une grosse partie, c'est l'origine, ce sont les établissements médico-sociaux, une autre partie les familles, les équipes relais aussi, un peu le secteur sanitaire et bon, quelques situations qui nous viennent de l'MDPH, de l'Éducation nationale, mais ce n'est pas la majorité. Au niveau de l'origine des demandes, on a plutôt une population entre 0 et 25 ans, avec une partie qui se développe quand même actuellement de jeunes adultes et quelques personnes vieillissantes, de plus en plus quand même. Donc, enfin, moi j'en ai eu quelques-unes dernièrement. Donc c'est vraiment un problème qui se développe, enfin un problème, situation en tout cas dont il va falloir, sur laquelle il va falloir réfléchir, parce que l'accompagnement des personnes adultes vieillissantes, c'est pas du tout le même projet que pour le secteur enfant. On y reviendra. La répartition par sexe l'année dernière, c'était 63% de femmes pour de filles et 37% de garçons. Ça peut changer d'une année à l'autre. Au niveau des profils des handicaps associés, vous pouvez voir qu'on a 41% de troubles de la communication, 28% de comportement des filles, 27% de TSA en 2021, et à peu près 40% de troubles moteurs, des troubles alimentaires, de l'épilepsie. Donc on a vraiment une grosse partie de notre population
qui correspond au thème de la journée. Au niveau des missions du centre ressources, on a bien sûr, le CRESAM a dû vous en parler avant moi, mais on est appelé pour des situations d'expertise, de situations individuelles complexes. Donc là, on se déplace ou on reçoit chez nous pour effectivement effectuer des évaluations, des bilans, des observations, ou dans les établissements ou dans les familles, c'est en fonction des besoins. Des missions de formalisation, de formation, de sensibilisation, de transfert de savoir. Des missions d'animation de réseau, de création de réseau. Donc actuellement, on a 3 réseaux. Donc le réseau TSADV, donc, qui regroupe, c'est un réseau collaboratif qui a une communauté de pratique par rapport aux professionnels qui accompagnent les personnes TSADV, donc qui a été créé à notre initiative, mais qui rassemble un peu tous les établissements de France qui accueillent ce public et au sein desquels on est déjà intervenu. Donc, globalement, c'est parti de là. Donc, c'est une communauté de pratique qui fonctionne. Il y a aussi le réseau TNV, donc Plus belle la vue, pour les troubles neurovisuels. Pour ce réseau-là, jusqu'à présent, c'était suite aux formations qui étaient de nos centres ressources. Là, l'accueil des personnes qui souhaitent participer à ce réseau s'élargit un peu. Et un réseau simulation visuelle qui était à l'origine régionale et qui va certainement s'élargir au niveau national bientôt. Et puis, une dernière mission d'innovation, de recherche, sur laquelle vraiment on travaille beaucoup et qui nous permet de créer des outils adaptés à notre population, puisqu'il est très très compliqué de trouver des outils existants adaptés à la fois à la déficience visuelle, à la cécité et aux troubles associés. Donc j'en reparlerai un petit peu après. Je pense avoir fait le tour. Alors ce qui est important de dire, c'est que toutes ces missions, forcément, elles sont reliées les unes aux autres et que bien souvent, à partir d'une situation individuelle, on braille sur des situations de formation, sur des situations de sensibilisation, sur l'inscription dans les communautés de pratique et sur la création d'outils en collaboration avec les établissements dans lesquels on va. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà. Donc, on va. On a fait le choix, très simplement aujourd'hui, par rapport à la thématique de la journée, de rester très concret. En tout cas, moi, j'avais envie de rester très concrète et de vous parler d'une partie de la population que j'accompagne particulièrement et qui correspond au thème de la journée, qui sont les personnes en situation de cécité avec troubles du spectre autistique ou troubles apparentés, puisque il arrive très souvent que les diagnostics de TSA ne soient pas posés à cause de la cécité, mais bon, les troubles apparentés sont vraiment similaires. Donc je vais pas revenir sur les définitions pour gagner un peu de temps, parce que je sais qu'il y a du retard. Donc vous avez dû avoir la définition des TSA ce matin. La définition de la cécité, ben, vous l'aurez et vous pourrez y revenir, mais bon, de toute façon, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qu'il faut retenir par rapport à la population, je vais dire TSADV pour que ce soit plus pratique à dire, parce que sinon c'est effectivement, j'ai bien conscience que ce sont des personnes qui ont des troubles du spectre autistique ou des troubles apparentés associés à une cécité. Bon, c'est un peu plus long à dire, donc si vous en êtes d'accord, on va garder l'intitulé TSADV pour aller plus vite. Ces personnes-là, on peut souligner les coïncidences dans les premières années de vie entre le développement du petit enfant aveugle et le développement du petit enfant avec TSA. Le développement est assez similaire et les comportements et les attitudes se ressemblent énormément. Donc il y a vraiment beaucoup de similitudes et de difficultés de faire un peu la part des choses. C'est un petit peu le questionnement quand on est appelé pour des tout petits ou des très jeunes.
sur ces enfants qui ne se développent pas de manière classique en situation de cécité et qui ont un développement un peu atypique parce qu'effectivement, les comportements ressemblent très fort au comportement TSA. Par exemple, les personnes TSA-DV ont des interactions sociales altérées, de fait, une communication verbale et non verbale altérée, des intérêts restreints de comportement répétitif, des particularités sensorielles fréquentes, des troubles de l'oralité, des troubles du sommeil, une grande fatigabilité et une tendance à s'isoler. Donc effectivement, c'est l'intrication des deux handicaps, du TSA et de la cécité, qui fait que ce développement se fait de cette façon, mais c'est surtout qu'on ne peut pas agir d'une part sur les TSA et d'autre part sur la cécité. Il faut vraiment agir sur l'intrication des deux types de handicap. On rejoint la thématique de la journée, puisque pour ce public TSA-DV, on a souvent l'apparition fréquente de troubles de comportement. On a, dans notre public en tout cas, on peut repérer très souvent un retard global de développement avec une déficience intellectuelle assez marquée, un retard d'accès à la communication avec souvent une absence de langage verbal et donc il va falloir trouver le moyen aussi d'évaluer sur quel support de communication on va pouvoir s'appuyer. En tout cas, le langage n'est pas suffisant. Des difficultés d'interaction avec l'environnement, des difficultés d'appréhension et de compréhension de l'environnement, parce que la vision n'est pas là et donc il n'y a pas possibilité d'anticiper un génie à venir. Des particularités sensorielles importantes et des résistances au toucher majeures qu'il va falloir travailler très précocement et toutes ces caractéristiques rassemblées provoquent très très souvent des troubles de comportement. Donc pour agir, soit dans les temps de transition ou pas, majorer dans les temps de transition par rapport à la thématique de la journée, forcément, parce que les temps de transition provoquent de l'incompréhension, encore plus, mais aussi dans la vie quotidienne, et donc pour agir sur ces troubles de comportement, pour essayer de les minorer, en tout cas de les transformer en comportements plus acceptables, il va falloir travailler sur toutes ces données-là, donc à la fois la communication, la compréhension de l'environnement et les capacités de la personne. Donc, c'est ce que je viens de dire. Pour travailler, la priorité, ça va être de mettre en place un système de communication. Alors, on passe beaucoup par la communication concrète. Je vous reparlerai tout à l'heure du BEX, parce que le BEX, c'est un système de communication par échange d'images, mais visuel. Par contre, on peut l'adapter à la cécité, donc on en parlera tout à l'heure. La concrétisation du temps de l'environnement et surtout l'évaluation des compétences de la personne pour savoir sur quoi on peut s'appuyer. Est-ce que le symbolique va être compris? Est-ce qu'il faut rester dans la communication concrète? Voilà. Donc on a pour ça développé des outils au centre de ressources dont on pourra reparler si ça vous intéresse, mais en tout cas le TITSA qui permet d'évaluer des enfants en situation de cécité avec trouble du spectre autistique ou trouble de la parenté, qui donne un profil développemental, un profil comportemental qui permet de déboucher sur des objectifs de travail très concrets. Et on finalise actuellement le Gonzilai, qui est un outil pour les plus jeunes enfants avant le TITSA, pour essayer de faire un peu la part des choses, justement, dont je parlais tout à l'heure, entre les coïncidences de développement du petit enfant aveugle et du petit enfant porteur de TSA. Le Gonzilai permet, par un tableau de synthèse finale, de faire un peu la part des choses entre le développemental, le comportemental et les particularités sensorielles. Sans faire de diagnostic, à aucun moment on fait de diagnostic. Ce sont des évaluations développementales toutes les deux, mais ça fait réfléchir et ça donne des pistes de travail, d'adaptation concrète
qui permettent de voir comment va évoluer l'enfant dans l'avenir. Alors, on a fait le choix, pour que ce soit plus parlant pour vous, de vous montrer l'intérêt de la structuration, de la coaction par rapport aux problèmes de comportement, par rapport aux problèmes de compréhension en situation de dyscommunication, pour rester dans le thème de la journée. Donc on a fait une petite vidéo avec une mise en situation des collègues du CNR, que j'ai placé en situation de dyscommunication, en situation de cécité, et pour lesquels je leur ai proposé une activité. Et vous allez voir, j'espère, et on en parle après, l'intérêt et l'efficacité. D'abord, alors je peux vous guider un petit peu dans la lecture de la vidéo. D'abord dans le ralentissement du flux verbal, puisque souvent on dit qu'il faut ralentir le débit verbal pour que l'enfant comprenne mieux. Donc en premier lieu, on ralentit le débit verbal, on donne les consignes étape par étape. Après, je propose de la structuration par rapport à la tâche qui est demandée. Et en finalité, une coaction complète. Et vous allez voir l'efficacité des aides apportées par rapport à la dyscommunication. Donc si vous voulez bien, je vais vous passer la vidéo et on se retrouve après. Voilà. Alors, vous avez tous un plateau avec du matériel devant vous. Vous pouvez bouger, il n'y a pas de souci. Et vous allez écouter les consignes. D'accord? Donc, je vais vous passer la première fois la consigne. Et puis, vous allez faire. Vous allez demander. Et puis, on repassera on continuera après. D'accord? C'est bon? Alors, vous écoutez bien. 善胜立方体，任号生手，圆周最好讨论一个将所有内容放入范中，任号完备。À vous. Pardon. À vous. C'est mieux. Donc c'est quelque chose qui doit aller vite, donc dans 3 secondes, là. Bon, on arrête. Vous avez fini? Ok, alors on regarde ce que ça donne. Allez-y, regardez. Et bon, je vais vous comparer, sinon tu peux. Je sais pas, tu veux que tu finisses? Ah oui, tu veux. Vas-y, voilà ton masque. Voilà, vous avez tous eu la même consigne. Bon, voilà. Alors, le résultat, c'est qu'il n'y a aucun résultat pareil. Ok? Vous remettez les masques, puisque vous êtes un petit peu en difficulté. Je vais vous programmer sur le verre. On commence à zéro et je vais vous redonner des consignes différentes. Voilà. Je commence par
Voilà. Ok. Allez. Vous écoutez bien. Ça va être différent, ça va être plus facile. On va ralentir un peu.把花边圈上比方结，然后顺手圆珠，最好找到一个针所于内刃放置方针，然后绑定。 Bon, on a ralenti le rythme hein, quand même. Ok. Allez-y, 30 secondes. Ok, c'est bon. Allez, c'est terminé. Ben, on peut regarder. Ben, c'est pas beaucoup mieux. Pourtant, on a bien ralenti les consignes, on a fait une étape à la fois. Content quand même. Pardon? Non, mais j'entends, au niveau auditif, j'entends. D'accord. Bon, on s'arrête là. Vous remettez le bandeau. Alors, vous filez vos mains et les plateaux maintenant. Ok, on commence. Bon, on va décoller. Ah, ok, attendez que la consigne commence, ok? On y va. Je vais mettre la consigne lente. Donc, c'est tout.圈上比方结，然后顺手圆珠一个，针所于内刃放置方针，然后绑定。 On peut commencer là? Oui, oui. Ok, on arrête. Et on arrête. Vous ne retirez pas votre bandeau, cette fois. Non. Non, ça va. C'est pareil. C'est avec les autres. Ok, vous n'avez pas tous le même résultat encore. Ok? Donc on va remettre les consignes et on va faire autre chose. Non, est-ce que tu fais bien? Les vapeurs, c'est moi qui vais venir intervenir.
真所欲内不Est-ce que tout le monde a l'impression d'avoir fini? Ouais? Alors, on retire les bandeaux. Je vais... Attends, il faut que j'arrête le partage. Hein. C'est bon là, je suis revenue? Ouais. Bon, j'ai raccourci la vidéo parce que le temps passe. On a vu le principal. En fait, l'intérêt de cette expérience, j'espère que vous l'avez compris, c'est vraiment de mettre en évidence avec un public en situation de cécité et de TSA, de vous montrer que, bah oui, même si on ralentit, même si on structure, même si on propose toutes ces aides habituelles, parfois ça ne suffit pas. Et c'est la coaction, vraiment main dans la main, qui est le point de départ indispensable et incontournable pour tout accompagnement de personnes en situation de cécité, encore plus avec troubles du spectre autistique. Par contre, la difficulté, effectivement, vous avez peut-être perçu, après vous aurez peut-être l'occasion de revoir avec plus de temps, mais déjà sur les quelques personnes de l'équipe qui ont fait cette expérience, on peut déjà voir des comportements différents. Sur une expérience qui dure 10 minutes, j'ai une collègue par exemple qui refuse de faire, qui ne bouge absolument pas quand elle ne comprend pas, donc elle est bloquée. Et une autre, au bout de la 4e demande de refaire la même activité, décide que ça va bien et qu'elle se lasse et elle refuse aussi de faire. Donc sur un panel de, je sais plus combien, 1, 2, 3, 7, 6, voilà, on a déjà des comportements qui peuvent être différents, liés à la situation de discommunication et d'incompréhension de ce qu'on attend de nous. Donc ça, c'est très important à retenir parce qu'effectivement, il va falloir s'adapter à chaque personne systématiquement à chaque fois qu'on proposera quelque chose. Et donc, pour s'adapter aux personnes, je suis repartie au début de mon PowerPoint, donc je vais descendre. Voilà. C'est qu'il va falloir savoir où en est cette personne, quelles sont ses particularités, et donc pour l'amener à comprendre le mieux possible son environnement et ce qu'on attend d'elle, il va falloir réussir à l'évaluer. Bien sûr, c'est une des premières étapes. Le rythme plus lent, bien sûr qu'il faut ralentir, mais ça n'est pas suffisant. C'est vraiment la coaction. Je passe sur cette slide de vision. C'est évident que la vision apporte une information instantanée et extrêmement rapide qu'il va falloir compenser par les autres sens. On va voir tout à l'heure que compenser par les autres sens, ça va être un travail d'apprentissage le plus précoce possible parce que effectivement les choses ne se mettent pas en place naturellement. Donc, objectif principal, travailler la proximité physique avec un public TSADD, le travail de l'attention conjointe, la recherche intentionnelle, travailler l'imitation main dans la main, ça va être incontournable et prioritaire.
Le travail de la tonicité aussi, dans les doigts et de manière globale, au niveau c'est global, va falloir être travaillé aussi très précocement, puisque ça va influer sur la découverte, l'exploration, l'organisation, et sur aussi l'alimentation et l'accès au langage, puisqu'on a globalement, on peut constater une hypotonie de la zone orofaciale, et donc ça aussi, il va falloir le travailler très précocement pour pouvoir s'appuyer sur quelque chose de solide au niveau de la communication. La communication, c'est le maître mot, bien sûr. Troubles de comportement, en général, si on analyse les troubles de comportement, certainement, le CRA a dû en parler ce matin, mais l'analyse fonctionnelle des troubles de comportement met en évidence très souvent un défaut de communication, et donc c'est d'abord là-dessus qu'il faut travailler. Et si on trouve un support de communication, j'ai envie de dire, on est à moitié sauvé. Par contre, avec un public aveugle, il faut faire très attention au support qu'on va choisir. Il va falloir être cohérent aussi dans notre façon, dans la prosodie et la parole, que ce soit cohérent, que ce soit congruent. Prévenir les difficultés d'anticipation, donc ça, il va falloir concrétiser tout l'environnement et toutes les informations. Le système de communication, eh bien, il va falloir évaluer. Donc, ça peut aller de l'objet concret dans la première, au niveau le plus basique. Donc, l'objet concret jusqu'au braille, en passant par s'il y a de la déficience visuelle, des restes visuels, par des images, des pictos contrastés, couleurs, peu importe, représentatifs, des dessins, des schémas, peu importe, mais en tout cas, il va falloir trouver le bon support pour permettre une compréhension certaine. Le PEX, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment un outil que nous, on utilise beaucoup, même avec un public en situation de cécité, parce que effectivement, c'est le système d'échange d'images, donc d'échange d'images, d'échange d'objets, d'échange de cartes, d'échange de textures, peu importe, qui est très intéressant parce qu'on a du TSA, et c'est d'abord le TSA qui est prioritaire sur la cécité, j'ai envie de dire, dans les personnes qui ont ce profil de handicap rare. Il faut d'abord essayer de mettre en place un accompagnement adapté au TSA, puis adapté à la cécité. Parce que si on fait le contraire, on passe à côté de la personne. Donc le PEX peut être très intéressant et peut être adapté, peu importe quel support. Là, vous voyez dans la slide, il peut y avoir des objets réels, il peut y avoir des objets symboliques, des textures, des représentations, peu importe. L'important, c'est de trouver ce qui a du sens, et c'est un des seuls systèmes de communication, à ma connaissance, qui permet la mise en place d'une communication, l'apprentissage d'une communication spontanée. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet à la personne de ne pas attendre la question pour dire ce qu'elle a envie de dire, et donc une plus grande autonomie à venir, même si dans la population qui est concernée, donc la population TSADV, l'évolution des phases du PEX, il y a plusieurs phases dans ce système de travail. On reste dans les premières phases, mais ça suffit pour que les troubles de comportement s'amenuisent vraiment très fort. Donc c'est vraiment un système de communication très intéressant. La prévisibilité du monde dans les transitions, c'est souvent ça qui fait que les troubles de comportement se majorent. En fait, c'est l'incompréhension de quelque chose qui se termine et de vers quoi je vais aller. Sans la vision, on ne peut pas vraiment se projeter et anticiper. Il faut donc permettre cette anticipation en concrétisant les fins, les débuts, en faisant en sorte qu'il y ait des repères sonores, des time timers auditifs, peu importe, ça peut être n'importe quoi, un rituel de rangement. Et il faut surtout que l'activité suivante ou le lieu où va se rendre la personne juste après soit prête à le recevoir et embraye sur quelque chose d'intéressant. Si on part d'une activité, en plus une activité parfois appréciée,
il y a déjà une frustration. Si en plus on regarde quelque chose qui est flou et pour lequel on ne comprend rien, c'est pour ça aussi que les troubles de comportement sont majeurs à ce moment-là. Donc c'est aussi une solution, en tout cas une idée pour que les troubles de comportement dans les situations de transition s'amenuisent. L'aménagement d'espace, la structuration, ça je l'ai déjà dit. L'exploration de l'espace, il va falloir travailler ça de manière en travaillant les apprentissages en coaction et éviter les mauvaises expériences, puisqu'avec un public TSA aveugle, toute expérience négative reste beaucoup plus ancrée que les expériences positives, et donc vraiment essayer de faire vivre de petites expériences mais positives amènera la personne à accepter la nouveauté. Le travail des autres sens, c'est une évidence, par contre, même si c'est une évidence, ça n'est pas automatique. Et donc, avec un public, rappelez-vous la slide du début, avec souvent une déficience intellectuelle associée, il n'est pas du tout évident que les autres sens compensent l'absence de vision. Il va falloir aller travailler. Alors souvent, c'est au travers de l'intégration sensorielle, au travers de la stimulation basale, de mettre du sens sur ce que va ressentir la personne au niveau de ses autres sens. Donc il va falloir développer le toucher. On n'a pas le choix. L'audition, souvent, c'est le sens le plus facile et le plus utilisé. Par contre, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'enfermement et qu'il y ait du sens dans ce qui va être abordé et dans ce qui va être proposé en auditif. Et puis, la proprioception, donc par l'intégration sensorielle, permet aussi d'intégrer des notions au travers du corps. Pour terminer, on tenait beaucoup à mettre l'accent. Alors, on parle des transitions aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que ça a été abordé toute la matinée, mais là, j'ai parlé des transitions dans le quotidien, quand on passe d'une activité à l'autre, quand on va d'un endroit à l'autre, quand on va. Voilà. Mais moi, il me tient à cœur beaucoup d'aborder aujourd'hui, de vous questionner sur. Pour moi, la transition la plus compliquée à prendre en compte actuellement, c'est la transition du secteur enfant au secteur adulte. C'est-à-dire qu'on accompagne pendant toute la période de l'enfance, enfin jusqu'au jeune adulte, on propose des projets éducatifs, des objectifs, un accompagnement très proche, etc. On travaille beaucoup avec les familles et au moment de la transition au secteur adulte, au passage au secteur adulte, tout ça devient beaucoup plus compliqué. Les solutions sont beaucoup plus restreintes, en tout cas pour un public comme le nôtre, un TSA, DD. Et les solutions, on les cherche et elles ne sont pas légion. Donc, ce temps-là de transition, nous, on est souvent rappelés à ce moment-là, centre ressources, parce qu'il y a une rupture de parcours et parce que ce basculement du secteur enfant au secteur adulte provoque aussi chez les personnes, alors je ne parle pas de régression, mais une incompréhension par rapport à tout ce qu'elles ont pu avoir et tout ce qu'elles ont pu vivre auparavant. Et un temps d'adaptation qui est vraiment très long et qui peut provoquer de gros troubles de comportement et qui questionne beaucoup les familles. Donc moi, je tenais vraiment beaucoup, pour terminer cette intervention, de mettre l'accent sur effectivement cette nécessité d'établir une passerelle, pour moi indispensable, entre le secteur enfant et le secteur adulte, en travaillant en collaboration étroite avec les familles, en travaillant en équipe pluridisciplinaire, en travaillant sur les transmissions. Comment est-ce qu'on peut faire passer tout le parcours de vie, première partie de vie de la personne, que ce soit repris et transformé et amélioré au secteur adulte. Comment faire? C'est vraiment une grosse interrogation pour nous aujourd'hui. Et un gros besoin, parce qu'effectivement, les troubles de comportement
très souvent, sont majorées quand on les retrouve dans un secteur adulte qui n'est pas forcément adapté à la population. Donc là, effectivement, c'est aussi une question de travail en réseau, de formation à donner, de passage d'informations. Enfin bon, voilà, c'est vraiment une grosse interrogation. Et pour moi, c'est une des transitions les plus difficiles, je pense. Donc voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir été attentif. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bon, j'espère que ça a été clair. J'ai essayé de raccourcir le plus possible. L'expérience, j'espère que vous l'avez compris au niveau de la vidéo. Voilà. Oui, merci beaucoup Catherine. Je pense que ça vient bien faire écho à effectivement ce qu'on a vu travailler déjà depuis ce matin avec des exemples plus concrets là, par rapport au public accompagné à la petite pépinière. Je me mets à côté du PC pour que tu puisses m'entendre et je ferai l'intermédiation si besoin sonore, verbale et orale entre la salle et l'ordinateur. S'il y a des questions, remarques dans la salle. Ou des compléments? Moi, j'aurais une question quand même. Oui, j'aurais une petite question parce que peut-être que j'ai pas très bien compris la vidéo, mais du coup, en fait, j'ai bien compris le principe effectivement, de redire la consigne, ainsi de suite, et de finir par de la coaction. Ça, tout le processus, j'ai compris. Mais alors, pourquoi avoir donné votre consigne en chinois ou en je ne sais pas quelle langue. Oui, parce que du coup, effectivement, j'ai bien compris que la consigne, du coup, le fait que la consigne n'ait pas été comprise, il y a des gens qui n'aient pas démarré. La personne, elle a tenu, effectivement, elle n'a pas démarré. Les autres ont démarré, il y en a qui ont arrêté en cours de route, ainsi de suite. Mais voilà, c'est juste pourquoi, pour quelle raison ce choix, en fait, voilà. Alors, le thème, c'était la discommunication et le trouble de comportement. On est bien d'accord, oui, situation de transition. Donc, j'ai voulu mettre les personnes en situation de discommunication. C'est-à-dire que, comme les consignes étaient données en mandarin, effectivement, en chinois, personne ne comprenait le mandarin dans l'équipe. Bon, on a une équipe qui ne parle pas le chinois. Et donc, ça les plongeait avec le masque et donc la situation de cécité aussi, dans les mêmes conditions qu'une personne TSADV pour laquelle le langage verbal ne passe pas. Et donc, c'était un petit peu cette volonté de vous montrer que on peut, en recréant artificiellement une situation de discommunication, en situation de cécité, on pouvait malgré tout, avec l'aide de la structuration et de la coaction, finir par parler le même langage, même si ça n'est pas un langage verbal. Et donc, vous avez vu que la plupart, bon, sauf une collègue, mais la plupart des personnes ont fini par comprendre ce qu'il fallait faire et l'ont fait correctement. Alors, j'ai squeezé la fin de la vidéo parce que le manque de temps, mais à la fin, les résultats, sauf une qui s'est lassée et qui n'a pas voulu recommencer la cinquième fois à l'enfilage, mais sinon, tout le monde avait le même résultat en face de soi. Donc, c'était pour vous montrer qu'il y a moyen, même quand il n'y a pas de langage, quand il n'y a pas de système de communication en place, malgré tout, avec la coaction, avec la structuration, on peut permettre la compréhension des attentes. Et de la même façon, si on concrétise l'environnement et l'entourage de la personne, lui permettre aussi de comprendre ce qui se passe autour de lui. Donc les situations de transition, si on concrétise tout et si on montre en coaction, il y a moyen de parler le même langage, malgré l'absence de compréhension verbale. C'était ça l'intention. J'espère que non, c'est bon, c'est clair. Pas trop planté. Non, mais c'est bon, merci. Ça est clair. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions avant la pause? Non, je crois qu'on va te remercier beaucoup, Catherine, pour avoir mené cette présentation à distance. Ce n'est pas les meilleures conditions. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, un au revoir. Ah non, c'est un au revoir. C'est un au revoir de la part de tout le monde.
On va peut-être essayer de garder le lien visio si on peut, encore après la pause. On va voir ça, donc reste en Mais en ligne. tout cas, après, s'il y a des questions à venir, on peut toujours nous contacter ici au centre ressources, il n'y a pas de souci, d'accord? Absolument. Très bien, je vous propose 10 minutes de pause si vous voulez bien, avant qu'on reprenne pour la troisième intervention. Au revoir, merci beaucoup.